Je vous propose d'enchaîner avec l'intervention de Anne Labourdette, pardon, je ne voyais plus la couleur de ton mot, donc, qui est conservatrice au département des objets d'art du musée du Louvre, pour nous présenter la problématique du nettoyage des broderies métalliques de l'ordre du Saint-Esprit, point d'interrogation. Je voulais tout d'abord commencer par remercier les organisateurs de m'avoir invité à présenter ce qui était une réflexion il y a exactement 5 ans, au moment où je prenais mon poste au département des objets d'art du musée du Louvre. Et finalement, cette réflexion m'a conduit à ne pas faire ce que je voulais initialement faire, c'est-à-dire inscrire dans les objectifs principaux d'un marché de conservation-restauration le nettoyage d'une série de broderies métalliques qui se trouvaient sur des textiles. Et je n'ai pas présenté de conférence avec une conservatrice restauratrice parce que ce choix s'est fait vraiment dès la rédaction du marché. Alors ce sera peut-être un peu plus simple si le PowerPoint apparaît. Sinon, écoutez, je vais vous demander un gros effort d'imagination. Voilà, quelques mots de l'ordre du Saint-Esprit avant tout. C'est un ordre créé le 31 décembre 1578 par Henri III et lequel Henri III l'avait souhaité fastueux à son image et avait immédiatement passé, enfin très peu de temps après la création de l'ordre, passé commande à son brodeur ordinaire, Claude de Luz, commande de l'ensemble, enfin d'un ensemble pour décorer la chapelle de l'ordre, d'un ensemble donc réalisé sur toile d'or lamée, sur fond vert, donc un tissu en soie, je le dis avec mes mots, dans le tissage duquel étaient insérés des traits métalliques, c'est-à-dire des très fins traits d'argent doré, de manière à rendre cette toile d'or complètement scintillante. Et il avait donc demandé à son brodeur de l'orner de tout un programme qu'il avait lui-même décidé. Vous avez ici un petit clin d'œil d'ailleurs au musée de Grenoble, la représentation d'une des cérémonies fastueuses de cet ordre, qui est resté très prestigieux jusqu'à son abandon en 1830. Et Henri III s'était également impliqué dans le dessin des manteaux de cérémonie portés par les officiers. Là aussi, vous admirerez, je l'espère, le travail assez important de broderie effectué sur l'ensemble de ces textiles. Alors, ces textiles ont eu de la chance, c'est qu'ils ont traversé les aléas de la Révolution à peu près de manière assez tranquille, puisque lorsqu'ils intègrent les collections nationales en 1827, l'essentiel du fond de ces ornements textiles faits pour décorer la chapelle, comme les 5 manteaux d'officiers que vous avez vus précédemment sur le tableau. Alors, spoiler, ce ne sont pas vraiment ces manteaux-là. Les manteaux qu'on conserve aujourd'hui ont été refaits après, au XVIIIe siècle. Mais ils intègrent donc les collections nationales en 1827 et sont présentés de manière irrégulièrement non interrompue du XIXe siècle à nos jours, enfin jusqu'en 2020. Et vous avez ici la muséographie dans laquelle ils étaient insérés jusqu'en juin 2020 et qui vous montre et qui vous explique aussi l'ampleur des dégradations qui étaient intervenues sur ces textiles, qui était, j'allais dire pour la néophyte que j'étais au moment où j'ai pris mon poste, quasiment indécelable de loin, mais très visible de près. Alors, l'ensemble des dégradations, j'y reviendrai un peu plus tard et ce sera plus simple lorsque vous aurez les visuels sous les yeux. Toujours est-il que l'ensemble des dégradations avait conduit Agnès Boss, ma prédécesseure sur le poste, à la fois à proposer un projet d'exposition au musée du Louvre sur l'ordre du Saint-Esprit, que vous connaissez tous sans vraiment le connaître, enfin qu'on connaît tous sans vraiment en connaître le fonctionnement, les arcanes et les buts à l'époque. Et Agnès s'était aperçue, lorsqu'elle avait pu faire procéder à la restauration d'un des manteaux d'officier, combien ce fond textile était en réalité dégradé. Et donc, elle avait demandé une étude à Antoinette Villa, Emmanuel Garcin et Karine Istria pour faire un peu le point et permettre l'exposition de ces textiles, d'abord de manière temporaire lorsqu'il y aurait l'exposition au Louvre, mais surtout une réflexion de fond et d'ampleur sur la manière dont ensuite le Louvre allait pouvoir exposer, ou non, ces textiles au public. Alors, en voilà une partie des dits textiles. Il s'agit essentiellement de pentes de dais, de ciels de dais, de tapis de lutrin, de tapis de pupitre, d'un pavillon de suspense eucharistique et d'un coussin. Et l'étude réalisée par Antoinette Villa, Karine Istria et Emmanuel Garcin en 2010, au moment où elle est rendue à Agnès,
témoigne en fait de l'ampleur des dégradations, surtout structurelles sur les textiles. C'est-à-dire qu'à force d'avoir été exposés à l'air, ils se sont empoussiérés. La décoloration de cette toile d'or verte de fond, qui était à sa création d'un vert, pardonnez-moi pour l'anachronisme, mais d'un vert pomme extrêmement vif, aujourd'hui est devenu un très beau vert sauge très éteint. Surtout, l'ampleur de la dégradation concerne les traits métalliques qui sont insérés dans le tissage et à force d'avoir été manipulés, pliés, cousus sur des toiles de doublure qui contraignent énormément le mouvement de ces textiles, eh bien, tous ces traits métalliques sont ressortis du tissage, se sont oxydés, donc ils sont absolument plus brillants et ils ne confèrent plus du tout le chatoiement et la scintillance de la toile. Et au contraire, les chaînes qui les maintenaient liées à la soie se sont rompues. Et donc, on a un phénomène quasi généralisé sur l'ensemble des pièces, d'une espèce de nuage de fil métallique qui vient en avant de la toile. Donc l'ampleur des dégradations concerne surtout ces toiles qui datent de 1585 quand même, et l'essentiel de l'étude porte sur les préconisations d'intervention et surtout de conservation et d'exposition au public futur. Néanmoins, moi, quand je suis arrivée en octobre 2019, ce que j'ai trouvé, c'est que ces textiles qui étaient faits pour un ordre qui était vraiment fastueux, qui cherchait à démontrer la richesse de la monarchie française et des rois de France à l'époque, qui étaient faits pour que ces semis de flammes qui représentent les langues de feu qui s'abattent sur la tête des apôtres brillent et scintillent, y compris dans l'obscurité, eh bien moi je les trouvais particulièrement éteintes, ces flammes, du fait d'une forte oxydation de l'argent doré qui les constituait. Alors, avant d'aller plus loin, parce que pour moi c'est très clair, mais ça ne le sera peut-être pas pour l'assistance, voilà ce que sont un exemple de ces broderies métalliques sur ce qui est sans doute l'une des pièces les moins dégradées par les conditions d'exposition, parce qu'il s'agissait d'un ciel de dais, donc normalement à l'abri de la lumière. Et vous avez au centre de ce ciel de dais un médaillon brodé à l'or nué, donc à l'aide de filets métalliques, et je remercie vivement Blandine Nadillon d'avoir présenté de très près ce qu'était un filet métallique hier. Donc brodé à l'or nué, je ne détaille pas la technique parce que je n'ai pas le temps, mais ces médaillons ne présentaient pas massivement un phénomène d'oxydation, c'était surtout un travail de consolidation de ces filets métalliques qui attendaient les restauratrices. Moi, je voulais plutôt attirer votre attention sur le semis de flammes présent sur les œuvres, qui est brodé en fait en relief, en guipure de lame ou de clinquant, c'est le terme technique. Et ce sont de très fines lames d'argent qui sont donc cousues sur un relief créé par des fils de lin, enfin on pense, et cet argent est doré. Or, ce qui s'est passé avec l'exposition presque permanente de ces textiles à l'air, c'est que les sels d'argent sont remontés, il y a tout un phénomène de corrosion de l'argent qui s'est opéré avec un dépôt de sel à la surface, qui ont même, noirci, qui sont passés même au-dessus de la fine couche d'or présente sur l'ensemble de ces flammes. Et puis, vous avez autour des médaillons et présent aussi sur le pourtour de l'ensemble des pièces textiles le motif du collier de l'ordre au chiffre d'Henri III. Et avis à tous ceux qui, parmi vous, se prennent de passion pour le décryptage des codes secrets, parce qu'aujourd'hui, on ne sait pas exactement ce que ces chiffres veulent dire. Henri III a certainement délivré un message, mais qui nous dépasse aujourd'hui complètement et que la restauration n'a pas permis d'éclaircir. Donc, en fait, voilà ces broderies en relief et voilà ce sur quoi l'essentiel de mon intervention porte. Et on retrouve aussi ce même phénomène de guipure de clinquant qui crée les flammes présentes sur les manteaux de cérémonie, qui donc, eux, ont été vraisemblablement, d'après Agnès Boss, créés au XVIIIe siècle. Alors, j'espère que vous pourrez mieux le voir ici, l'ampleur en fait de ce phénomène de corrosion, de noircissement des lames et des clinquants présents sur les textiles, et donc relevé effectivement par la première étude de 2010, qui préconise donc toute une série d'interventions sur ces œuvres que je ne vais pas détailler faute de temps, mais en ce qui concerne le nettoyage des broderies, l'étude effectivement insiste sur le fait qu'il est possible, l'évalue à un minimum de 2862 heures, en s'aidant en fait d'un protocole qui avait été mis au point quelques années auparavant
lorsque la même équipe avait restauré un des manteaux de l'ordre, et c'est basé pour arriver à ce chiffre sur une méthodologie de nettoyage à l'aide d'un solvant volatile, l'éthanol en l'occurrence, faiblement, j'allais dire, posé sur un coton-tige, et donc à l'aide d'une pression mécanique, elle s'était aperçue que l'encrassement, l'oxydation partait relativement facilement de ces lames. Mais il y en avait pour un minimum de 2862 heures. À l'époque où l'étude est rendue, Agnès en fait n'a pas encore connaissance de la date d'exposition prévue par le Louvre sur l'histoire de l'Ordre du Saint-Esprit, et il est donc envisagé que tous les ans, le département des objets d'art envoie 1 à 3 pièces en restauration au C2RMF, dont les ateliers textiles sont très peu distants de nos bureaux, et que les premières œuvres restaurées vont servir un peu finalement de test, de définition de protocoles de restauration, et en particulier que peut-être c'est à ce moment-là que vont pouvoir être affinés les scénarios de nettoyage, jusqu'où les pousser, entre autres, sur ces broderies métalliques. Mais il arrive que dans la vie des établissements, y compris au Louvre, il y ait d'un côté de grandes volontés, de grandes espérances, de gros budgets, mais que tout ne coïncide pas vraiment avec la temporalité affectée au projet. Et donc, pour le dire très trivialement, le temps est passé. Elle n'a pas vu les budgets arriver. Et il est arrivé donc un moment où la date d'exposition a été fixée en 2021. Ça a été fixé donc en 2018, et là ma collaboratrice Florence Condé, qui gère les finances du département des objets d'art, s'est aperçue que peut-être il était temps de réactualiser les montants de l'étude qui avait été faite en 2010, qui prévoyait un minimum, alors moi je parle en euros TTC, mais un peu plus d'1 million d'euros à affecter à l'opération, nettoyage inclus. L'étude positionnant que le protocole de nettoyage pouvait être d'ailleurs défini et discuté par la suite. Et donc Florence avait anticipé le problème suivant, à savoir qu'entre 2010 et 2019, les coûts de la restauration pouvaient avoir varié. Elle a donc demandé, avant mon arrivée, une réactualisation de l'étude. Et la surprise ne s'est pas fait attendre, puisque, comme vous le voyez à l'écran, on dépassait de plus de 200 000 euros l'enveloppe initialement envisagée en 2010. Et la seconde étude, entreprise par Raphaël Desjean, Agathe Strouk, Claire Roulin et Karine Istria, devant la relative urgence de l'arrivée de l'exposition temporaire, avait sorti les questions de nettoyage de ces broderies métalliques des interventions primordiales sur les œuvres, et l'étude concentrait vraiment l'essentiel des interventions sur la restabilisation de l'état structurel des toiles, et prévoyait notamment un très important travail de consolidation de tous ces traits métalliques qui étaient sortis du tissage. Et donc, je prends mon poste en fait dans ce contexte, et le premier jour, à la première heure, on m'a dit « vous rédigez tout de suite le marché ». Les études sont faites, allez-y. Alors, je remercie vivement Mireille Klein et le C2RMF à l'époque de m'avoir accompagnée dans cette réflexion grandeur nature. Je dois préciser humblement devant vous qu'à l'époque, je n'avais pas une très grande maîtrise des marchés de conservation-restauration en matière textile. Et donc, moi, ce qui m'apparaissait comme étant devoir être le but ultime de l'intervention, c'était vraiment ce nettoyage des broderies métalliques. Pour moi, il y avait certes, évidemment, bien entendu, une reprise structurelle des toiles de fond à opérer, mais dans le but de l'exposition qui était de démontrer, au fond, le faste de cet ordre de chevalerie. Pour moi, ça devait vraiment s'achever avec ce nettoyage de broderie. Alors, j'en ai beaucoup discuté avec Mireille Klein, François Arnay, qui m'ont très sagement conseillé de me fier aux conclusions de la seconde étude de conservation-restauration, qui pointait bien le fait que, étant donné le peu de temps laissé au Louvre pour opérer une restauration avant l'exposition temporaire, il valait mieux, dans le marché, proposer que cette question soit traitée sous forme d'option. Et donc, en clair, le premier marché que j'ai passé à l'époque était un marché à bon de commande pour un groupement mono-attributaire. Et donc, on proposait, dans le cadre du marché, au groupement qui allait répondre, de proposer un protocole de traitement et d'intervention donc pour toute une série d'opérations, dont en option le nettoyage des broderies métalliques. Alors, ce marché s'est révélé infructueux.
J'avais une pression très forte de ma hiérarchie parce qu'on arrivait à la fin de l'année 2019, il y avait des grèves, un Covid qui ne s'annonçait pas encore, mais le département des objets d'art avait mobilisé un très important budget de restauration. Et au Louvre comme ailleurs, il ne fallait pas que ce budget s'évapore par la grâce, j'allais dire, des opérations de clôture budgétaire de fin d'année. Donc il a fallu en express que je relance un marché, et je remercie d'ailleurs vivement à nouveau le C2RMF et l'ensemble des conservatrices restauratrices avec lesquelles j'ai pu échanger à l'époque. Et il a fallu qu'on change complètement notre fusil d'épaule. L'urgence de l'exposition arrivait. On a donc rédigé un marché à lotis. 7 lots confiés in fine à 4 groupements distincts, lesquels comptaient 18 conservatrices restauratrices. Et à ce moment-là, pour moi, la question était à nouveau, est-ce qu'on va jusqu'au bout dans ce marché de conservation-restauration ? À l'époque, le Louvre avait de gros budgets. Pour tout vous dire, il y en a encore. Mais voilà, je ne sais pas pour combien de temps, mais il y en avait encore. Et donc, avec ma responsable administrative, on s'est dit, au fond, l'urgence, là, c'est vraiment de lancer le marché, que la restauration puisse avoir lieu dans les meilleures conditions possibles pour les textiles, mais il faut se sortir de l'urgence de la réflexion sur ce nettoyage des broderies qui, peut-être, pourra être entrepris après l'exposition temporaire. Et donc, parfait. Et donc, en clair, voilà ce qui m'a conduit à ne pas aller jusqu'au bout de ce qui était mon souhait, j'allais dire vital, en octobre 2019, mais qui ne l'était plus en décembre 2020. Je dois dire tout benoîtement qu'on n'a pas eu d'offre, en fait, pour le nettoyage en option de ces broderies métalliques. En tout cas, les conservatrices restauratrices s'en sont expliquées. Le temps leur paraissait trop court, étant donné l'ampleur de la restauration à accomplir, qui portait quand même sur 56 mètres carrés de toile et plus de 3000 broderies métalliques, j'ai oublié de le préciser. Néanmoins, comme on parle de restauration, la question, elle a aussi été pour moi, outre la contrainte temporelle, la relative contrainte budgétaire, mais j'espère qu'entre les lignes, vous avez compris que c'est finalement pas ça. Enfin, l'argent, on pouvait encore le trouver, le mobiliser dans un second temps, puisque même si le montant des offres finales était supérieur encore à ce qu'on avait anticipé dans la seconde étude, je savais qu'il était possible de trouver un budget si il y avait eu réponse à ce traitement de nettoyage de broderie. C'est posé quand même un problème. Le marché a été passé sans assistance à maîtrise d'ouvrage. Il fallait donc coordonner différentes opérations de restauration réparties un peu partout en France. Et surtout, je ne disposais pas, moi, de la connaissance très fine de tous les protocoles qui s'appliquent en matière de nettoyage de broderie métallique sur des textiles, puisque le problème, et j'aurais peut-être dû d'ailleurs commencer par là, c'est que si vous nettoyez vos métaux, il faut faire en sorte que les techniques de nettoyage, évidemment, ne viennent pas altérer les toiles de fond sur lesquelles ces métaux sont brodés. Alors, le mirror s'était exclu, j'ai d'ailleurs fait une petite faute d'orthographe en l'écrivant, même si nous pensons que les interventions antérieures sur ces œuvres, que ces broderies ont été nettoyées à l'aide d'un tel produit, donc qui comprend quand même de l'eau, des produits abrasifs, dégageant énormément de COV, et vous avez d'ailleurs le résultat de l'utilisation du mirror, à savoir qu'avec le temps, le produit a dégorgé dans le textile environnant et que ce textile déjà décoloré a pris des teintes bleutées qui n'étaient certainement pas celles qu'elles avaient à l'origine. Autre solution possiblement envisagée, et c'était sur celle-là que pointait l'étude de 2010, mais l'étude de 2019 avait dégagé en fait la question du protocole à adopter. Il s'agissait d'éthanol imprégnant faiblement un coton-tige. Les restauratrices qui avaient mis au point tout un protocole avaient noté que c'était plutôt l'action mécanique en fait, du coton-tige qui permettait le nettoyage de l'encrassement, et ça avait donné toute satisfaction sur le nettoyage des broderies d'un manteau, mais elles émettaient quand même de forts doutes sur le fait que sur les ornements, ça puisse aussi bien fonctionner. Et donc, il y avait deux techniques qui, moi, m'apparaissaient tout à fait intéressantes à l'époque. Une technique de nettoyage au laser. En gros, alors je ne suis pas dans ma spécialité, mais de ce que j'ai compris, en maîtrisant l'intensité, la finesse du réseau laser, la manière dont il va être pulsé ou non sur les corrosions de l'argent, eh bien, il va venir en fait, au terme de toute une série de réglages qu'il faut évidemment maîtriser et peaufiner, venir enlever tout ce contaminant sans endommager le substrat, c'est-à-dire la lame sur laquelle le contaminant se trouve.
avec quand même ce qui me retenait à l'époque, c'était aussi le fait que ce procédé est très employé dans la restauration des toiles sur lesquelles se trouvent des broderies métalliques en Italie, un peu moins en France. Alors quand je dis à l'époque, c'était à la fin des années 2010. Et j'avais lu avec attention les travaux de Stéphanie Ovide, qui avait été accueillie à la Villa Médicis et qui avait pu comparer un traitement de nettoyage de broderie métallique à l'aide du laser ou à l'aide du stylo électrolytique, ce qui était aussi une possibilité qui nous était offerte. En gros, et pour aller très vite, vous ne pouvez pas mettre vos textiles de la fin du XVIe siècle dans un bain. Il vaut mieux éviter, pour tout un tas de raisons, déformations structurelles et décoloration et dégorgement des couleurs en tête de liste. Et du coup, à l'aide d'un pinceau ou d'un stylo que vous venez appliquer finement sur les broderies métalliques, ce stylo, ce pinceau, le pléco pour ne pas le citer, est lié à une cellule électrolytique et muni d'une petite éponge microporeuse. Et donc, une pompe envoie le liquide électrolytique sur l'éponge en contact avec le métal, et une pompe vient immédiatement prélever aussi ce liquide. Donc, ce qui veut dire que le moment où la broderie métallique est en lien avec le liquide est extrêmement réduit, pour ne pas dire quasiment inexistant. Il y a quand même, parce que j'ai eu la chance d'assister à une démonstration, une légère pression mécanique qui s'opère sur les œuvres, mais vraiment ultra légère par rapport à ce que peut procurer un nettoyage coton-tige éthanol. Néanmoins, c'était des techniques que je ne maîtrisais pas. Et après, comme je vous ai dévoilé avant un peu le résultat de tout ça, nous n'avons pas été jusque-là. Et par contre, voilà, donc ça c'était l'ampleur de la coordination du chantier que je voulais quand même souligner. Et je conclus en disant que par contre, les études avaient montré que sur les manteaux d'officiers du XVIIIe siècle, le simple mélange éthanol-coton-tige, enfin je me comprends, apportait des résultats concluants. Donc c'est ce qui a été fait lors de la restauration. Et toute la question est aujourd'hui, est-ce que ces contraintes à la fois temporelles, moins budgétaires, mais aussi d'un manque de connaissances approfondies des techniques ont été la bonne solution? J'aurais envie de dire oui, tout simplement parce que le projet d'exposition a été reporté sine die, qu'il a été du coup possible d'exposer les manteaux au sein des espaces du Louvre, mais que pour le moment, les ornements sont en réserve, en attendant qu'une réflexion d'ampleur ait lieu sur les espaces muséographiques du département des objets d'art. Merci de votre attention. Je crois que j'ai été très